Et maintenant voici notre grand dossier de la semaine. Il y a seulement quelques jours, le New York Times nous a appris à travers un article drôlement bien informé que la centrale nucléaire de Natanz, en Iran, avait été la cible d'une attaque clandestine organisée par l'État d'Israël. D'abord, il y aurait eu une explosion. Ensuite, l'électricité a été coupée sur la centrale et des centrifugeuses qui servent à enrichir de l'uranium ont été lourdement endommagées. Selon le Times, qui cite des sources au sein des renseignements américains et israéliens, le sabotage pourrait ralentir le programme nucléaire iranien d'environ 9 mois. C'est énorme, surtout quand on considère qu'au début février, le secrétaire d'État américain affirmait publiquement qu'en restant sur la trajectoire actuelle, l'Iran pourrait construire une arme nucléaire en seulement quelques semaines. Donc si c'est bien vrai et que l'attaque a ralenti le programme de plusieurs mois, c'est rien de moins qu'un coup fumant qui, pour plusieurs, peut seulement être attribué au service secret israélien, le Mossad. Il faut dire que ce serait loin d'être une surprise, mais pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir de quelques années à la présidence de Barack Obama. On est à l'été 2015. Le deuxième mandat de Barack Obama tire à sa fin et se prépare à quitter la Maison-Blanche. Et comme tous les présidents avant lui, il cherche à claquer un coup de circuit avant de partir pour marquer l'histoire et laisser un héritage, surtout en matière de politique extérieure. À ce moment-là, les États-Unis sont en négociation avec l'Iran depuis des mois pour mettre fin au programme nucléaire iranien. Et pour la première fois, il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Après un blitz de négociations, une entente est finalement signée entre les États-Unis, la Chine, l'Iran et plusieurs pays européens pour lever les sanctions contre l'économie iranienne en échange d'un strict contrôle sur son programme nucléaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant l'Iran que l'administration Obama avaient avantage à trouver une entente rapidement. D'abord, l'économie iranienne souffrait énormément et ni Donald Trump ni Hillary Clinton ne semblaient vraiment enthousiastes à l'idée d'une entente rapide avec l'Iran. De son côté, Barack Obama avait besoin de changer le narratif quant à l'échec de sa politique extérieure. Il faut se rappeler un peu du contexte à l'été 2015. À ce moment-là, les défis géopolitiques pour les États-Unis sont nombreux. La Russie vient tout juste d'envahir l'Ukraine et d'annexer la Crimée. La Chine construit des bases militaires sur des îles artificielles. Le Moyen-Orient est en feu après les révolutions du printemps arabe. L'État revendique des attentats partout dans le monde et la Corée du Nord teste des nouveaux missiles nucléaires à presque tous les mois. Bref, le monde s'est déjà mieux porté et plusieurs accusent Obama d'en être responsable. Donc tout de suite après l'annonce de l'accord nucléaire avec l'Iran en juillet 2015, beaucoup de gens sont sceptiques et se demandent si les États-Unis et leurs partenaires internationaux ont vraiment signé la meilleure entente possible avec l'Iran. Obama rétorque que la seule alternative, c'était la guerre et que l'entente signée était la meilleure des mauvaises options. Les États-Unis auront accès à de l'information et pourront surveiller les centrales iraniennes à travers des experts internationaux indépendants. C'est un bon début, mais c'est loin d'être tout le monde qui est d'accord. Pour Israël, par exemple, l'accord nucléaire est un désastre et les États-Unis sont tragiquement naïfs de croire en son succès. Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, a même été jusqu'à livrer un discours extrêmement hostile sur la tribune du Sénat des États-Unis pour convaincre les sénateurs américains de rejeter l'entente proposée par leur président. C'était du jamais vu, un véritable point bas dans les relations entre Israël et Washington. Pour Donald Trump, l'entente signée par Obama est tout simplement risible, horrible et mérite d'aller directement aux poubelles. This is one of the worst deals ever made by any country in history. The deal with Iran will lead to nuclear problems. All they have to do is sit back 10 years, and they don't have to do much, and they're going to end up getting nuclear. I met with Bibi Netanyahu the other day. Believe me, he is not a happy camper. Donc, quand il est élu président des États-Unis en novembre 2016, disons seulement que le monde entier sait à quoi s'en tenir. En 2018, Trump passe de la parole aux actes et Washington se retire unilatéralement de l'accord de Vienne. Les Iraniens sont furieux.
Dans les semaines qui suivent, il accélère l'enrichissement d'uranium et commandite des attaques contre les intérêts américains à travers tout le Moyen-Orient. En conséquence, l'administration Trump impose contre le régime iranien des centaines de sanctions. C'est la fameuse campagne de pression maximale. En tout, ce sont plus de 1600 sanctions qui ont été imposées à l'Iran avec l'objectif d'étrangler le régime pour le forcer à négocier en position de faiblesse. Rapidement, les effets sur l'économie iranienne se font sentir et le pays se retrouve dans une situation de plus en plus désespérée. Un mouvement conservateur gagne en popularité. On dénonce la trahison des Américains qui déchirent un traité comme s'il n'y avait aucune valeur. On jure que plus jamais on se pliera aux conditions des États-Unis. Pour la frange plus libérale des politiciens iraniens incarnés par le président Hassan Rouhani, c'est un véritable désastre. Après avoir accepté de mettre fin à son programme d'armement nucléaire en échange de la levée des sanctions, en 2020, l'Iran se retrouve avec ni l'un ni l'autre. Les électeurs sont furieux et demandent des explications. Mais soudainement, en novembre 2020, tout ça change et il y a un peu d'espoir pour l'Iran, puisque Donald Trump perd sa campagne de réélection et Joe Biden est élu président des États-Unis. Durant la campagne, Biden promet un retour à la table de négociation pour réanimer l'accord de 2015 et lever les sanctions sur l'Iran. À Téhéran, c'est presque la fête. On comprend qu'il suffit seulement de s'accrocher quelques semaines pour que Biden arrive et que les sanctions soient levées. Trump, de son côté, est absolument furieux, tout comme Israël d'ailleurs. En fait, dans les jours qui suivent l'élection présidentielle, autour du 15 novembre, Donald Trump convoque certains des plus hauts placés de son administration, comme le secrétaire de la Défense, le vice-président et le secrétaire d'État, pour leur demander de lui présenter des options pour frapper le programme nucléaire iranien. Ironiquement, la centrale sur laquelle Donald Trump arrête sa décision est justement la centrale visée par Israël cette semaine, celle de Natanz. Les conseillers de Trump vont finalement le convaincre de ne pas aller de l'avant puisqu'il avait peur de déclencher une guerre ouverte dans la région juste avant de partir de la Maison-Blanche. Pour Israël, c'est un coup extrêmement dur. Le pays comprend qu'il vient de perdre un allié important à Washington et qu'il faudra maintenant agir seul. Dans les semaines qui suivent, on observe une augmentation du nombre et de la complexité des opérations de sabotage et d'infiltration par les services secrets israéliens à l'intérieur du territoire iranien. Par exemple, le 27 novembre, le scientifique en chef du programme nucléaire iranien, Mohsen Farizadeh, est assassiné par une arme robotisée contrôlée par satellite en plein jour à quelques kilomètres de la capitale. La guerre secrète entre Israël et l'Iran prend une dimension de plus en plus publique. Au début du mois de mars 2021, des rapports officiels en provenance des États-Unis rapportent que depuis 2 ans, Israël a fait appel au moins 12 fois à un groupe de commandos d'élite pour attaquer des navires iraniens avec des charges sous-marines, causant des milliards de dollars en dommages. La tension monte, les incidents se multiplient. Pour Biden, il devient très clair que la fenêtre d'opportunité pour réanimer l'entente de 2015 est sur le point de se refermer. Le 24 mars, donc, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, et le représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, se rencontrent pour discuter de la possibilité de relancer les négociations avec l'Iran. Et ils concluent que l'objectif commun, c'est de retourner à l'accord de 2015. La question devient donc qui va bouger en premier. Les États-Unis demandent que l'Iran respecte d'abord les conditions pour lever les sanctions, alors que l'Iran demande l'inverse, soit de lever les sanctions d'abord pour qu'ensuite elles se plient aux conditions. C'est seulement le 6 avril dernier que Washington et Téhéran se rencontrent indirectement à Vienne et acceptent de bouger tous les deux en même temps, de manière progressive. Ça permet de briser l'impasse. Et bien évidemment, c'est loin de plaire à Israël,
qui persiste à croire que l'entente est naïve et carrément dangereuse. En fait, le jour même, Israël attaque le navire iranien Saviz, un bateau qui serait utilisé par les gardiens de la révolution islamique comme un centre de commandement et d'espionnage le long des côtes du Yémen. Selon Israël, c'est une réplique à l'attaque de 2 navires israéliens dans les dernières semaines. Le lendemain, le 7 avril, Benjamin Netanyahou y va d'une déclaration sans équivoque qui présage les événements à venir. À nos bons amis, je dis, nous ne sommes pas contraints par l'entente avec l'Iran qui pose une menace existentielle à Israël. Le jour suivant, le 8 avril, Netanyahou informe les États-Unis qu'en ce qui concerne Israël, les rencontres à Vienne sont inutiles et insignifiantes et qu'il n'y a aucune intention de se conformer à une quelconque entente qui en découlerait. Mais les États-Unis ne reculent pas et font fi de l'opinion d'Israël. Durant une rencontre à Vienne, Washington et Téhéran conviennent d'aller de l'avant avec l'objectif de signer une entente avant le 18 juin. Le temps presse parce que le 18 juin, c'est le début de la campagne présidentielle en Iran et tout indique que sans accord et sans levée des sanctions, le gouvernement à tendance plus libérale de Hassan Rouhani va être remplacé par la frange beaucoup plus conservatrice et nationaliste. Et si ça se produit, l'Iran sera plus hostile que jamais. Il va être impossible de négocier. La fenêtre est donc très courte. Il reste à peine 2 mois et ensuite elle pourrait se refermer pour plusieurs années. Et c'est précisément la raison pour laquelle Israël tient autant à saboter les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Si Israël peut empoisonner la relation entre les deux juste assez pour qu'il soit impossible de signer un traité dans les 2 prochains mois, il va tout faire pour atteindre cet objectif. Et voilà ce qui nous amène à l'incident de dimanche dernier. Au même moment où le secrétaire de la Défense des États-Unis arrive en Israël pour une visite officielle, on apprend que la centrale nucléaire de Natanz en Iran a été victime d'une opération de sabotage. On parle d'une cyberattaque, d'une explosion, mais aussi possiblement d'une infiltration par une organisation très sophistiquée. Immédiatement, on pointe dans la direction d'Israël et on accuse les États-Unis d'avoir été complices. Évidemment, les Américains nient toute implication. Mais soyons honnêtes, si vous étiez en négociation avec les États-Unis pour abandonner vos ambitions nucléaires et qu'Israël attaquait votre programme et que le lendemain, le secrétaire de la Défense américain se tenait côte à côte avec le ministre de la Défense israélien, vous aussi, vous trouveriez ça très louche. Vous diriez aux Américains d'arrêter de jouer les hypocrites et peut-être même que ce genre de couteau dans le dos vous enlèverait l'envie de négocier. Après tout, à quoi bon si les États-Unis ne sont pas de bonne foi? Votre impression serait très juste. Et malgré les démentis américains, vous n'auriez aucune certitude qu'ils n'étaient pas impliqués. Mais maintenant, je vous pose la question. Et si c'était exactement ce que voulait Israël? Et si le pays avait choisi délibérément la visite américaine pour attaquer de sa propre initiative, sans collaborer avec les Américains, avec l'objectif de semer le doute à Téhéran et de briser la confiance, peut-être même de saboter les négociations? Parce qu'au même moment où tout ça se produit, les États-Unis et l'Iran sont activement en négociation à Vienne et que seulement un jour plus tôt, l'Iran activait à Natanz ses nouvelles centrifugeuses, 50 fois plus puissantes que les modèles précédents. Visiblement, ce que tente de faire Israël, c'est d'élargir le fossé entre Washington et Téhéran pour éviter à tout prix qu'ils arrivent à signer dans les prochaines semaines une entente que Israël considère comme étant nuisible à ses intérêts. Et ça pourrait très bien marcher, puisque déjà des partisans de la ligne dure en Iran font pression pour mettre fin aux négociations avec les États-Unis à la suite de l'attaque à Natanz. Pour Netanyahou,
c'est un coup fumant dont il avait grandement besoin puisqu'il est actuellement visé par un procès criminel et que sa gouvernance est plus fragile que jamais. Ce genre d'opération secrète réussie permet de le positionner comme un incontournable dans la lutte face à l'Iran et a besoin de toute la légitimité internationale que possible. En frappant le programme nucléaire iranien, Israël prouve à tous les pays du Moyen-Orient qui souhaitent opposer la montée de l'Iran que Jérusalem est prête à mettre ses intérêts ainsi que ceux de la région au-dessus des intérêts de Washington. Pour un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, qui se rapproche prudemment d'Israël et qui est viscéralement opposé à l'entente avec l'Iran, c'est rien de moins que de la musique à ses oreilles. Mais la réalité, c'est pas qu'Israël essaie de se rebeller contre Washington ou de se prouver face à ses voisins. La motivation de l'État d'Israël est beaucoup plus simple. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que peu importe ce que font les Américains, peu importe les promesses de l'Iran ou les préférences de ses voisins, Israël n'acceptera jamais que l'Iran possède une arme nucléaire, ou même qu'il s'en approche. Si Jérusalem estime que les États-Unis sont trop complaisants, elle n'hésitera pas à agir de son propre chef. Pour l'administration Biden, c'est comme avoir une énorme aiguille dans la botte, puisque ça garantit que les négociations vont toujours aboutir à une impasse, ou pire encore, qu'une éventuelle entente serait ignorée par Israël. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, il faut s'attendre à ce que les opérations clandestines continuent et s'accélèrent entre l'Iran et Israël. Immédiatement après l'explosion à la centrale de Natanz, l'Iran a juré vengeance et le lendemain, un navire israélien a été frappé par un missile iranien. Les tensions augmentent et à chaque fois qu'un incident se produit, les négociations deviennent plus difficiles entre Washington et Téhéran. Israël joue ses cartes. Les États-Unis perdent l'initiative. Et tout indique que l'accord nucléaire de 2015 est déjà pratiquement mort et enterré. L'Iran a annoncé cette semaine l'enrichissement d'uranium jusqu'à 60%. À partir de 90%, c'est suffisant pour une bombe. Faut pas se faire d'illusions. Si les Israéliens jugent que la politique des États-Unis dans la région nuit à leurs intérêts, ne gêneront pas pour la saboter. En terminant, je me permets de vous poser la question. Selon vous, est-ce que les États-Unis vont réussir à s'entendre avec l'Iran pour réanimer l'accord de 2015? Si oui, comment va réagir Israël? Et sinon, pensez-vous que l'échec des négociations et l'émergence d'un gouvernement plus hostile en Iran pourrait empirer la situation? Disons qu'il y a un équilibre extrêmement délicat et que tous les scénarios sont problématiques. Mais comme le veut le dicton, la géopolitique, c'est l'art de choisir entre le désastreux et le désagréable. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine, où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.